Tout se joue avant 6 ans. Pourquoi mon fils ne marche-t-il toujours pas? Quel jouet lui choisir? Puis-je lui apprendre à lire? On ne possède pas automatiquement la sagesse et l'efficacité nécessaires à l'art d'être parent. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Toutefois, pour éviter de commettre des erreurs, il est utile de bien connaître le chemin que tous les parents parcourent jusqu'à leur complet épanouissement. Pour le docteur Dodson, tout se joue avant l'âge de 6 ans. Il est important d'aider l'enfant sans le contraindre ni le forcer à exploiter au mieux ses aptitudes et sa personnalité. Dans ce guide, il nous fait partager avec beaucoup de chaleur et de tendresse son expérience de parent et de psychologue. Et salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Papa est là. Alors aujourd'hui, petite critique de livre, comme vous l'avez entendu dans l'intro, j'ai lu un peu la quatrième de couverture de ce livre. Tout se joue avant 6 ans, du docteur Fitzgood Dodson, j'espère que je n'écorche pas son nom. C'est un best-seller dans le monde de l'éducation. Je l'ai acheté à la librairie, puis il était comme sélectionné par la librairie. Je sais pas combien de milliers d'exemplaires il s'est vendu, peut-être même millions. C'est un livre qui est assez ancien. Il a été écrit dans les, si je me trompe pas, dans les années 30. Non, peut-être pas les années 30. Il faudrait que je vérifie. Bref, je fais mon mauvais travail d'informateur. Je vais le retrouver. Ça me prendra à ne pas préparer la vidéo. Voilà. 1970. Voilà. C'est pas ancien, mais c'est quand même pas tout récent non plus. Donc c'est un livre qui a, mine de rien, une bonne quarantaine d'années. Et a priori, comme ça, on pourrait penser à la vitesse à laquelle évolue la pédagogie, puis l'enseignement, 45 ans maintenant, ça fait beaucoup comme différence. À ma grande surprise, pas vraiment. C'est un livre très moderne dans son écriture et dans ce qu'il enseigne. Comme le nom l'indique, il parle de l'éducation jusqu'à ses 6 ans. Donc moi, je l'ai lu entièrement, même si mon petit garçon n'a même pas encore 2 ans. Tellement le livre était intéressant, et tellement il donnait des conseils qui, justement, sortaient un peu de l'ordinaire, qui me semblaient justement très modernes, alors que c'est un livre qui est écrit dans les années 70. Donc dans cette vidéo, on va juste parler de la partie jusqu'à 18 mois à peu près, c'est un tiers du livre. J'aurai l'occasion après de faire une deuxième et une troisième partie de cette vidéo, une fois que je me sentirai à l'aise de parler plus en détail voilà, de l'éducation d'un enfant de 2 ans et plus. C'est un livre très très dense. Souvent quand je lis, j'ai l'habitude de mettre des marque-pages sur les choses intéressantes. Là, pratiquement chaque page est pliée. Je l'ai rempli de surligneurs jaunes. À chaque phrase, il y a des citations intéressantes, des idées, des choses que quand on lit, on se dit waouh, ok, non, c'est évident, ça semble simple, évident, mais quand on y pense, déjà on se rend compte qu'on n'applique pas forcément ces conseils. Et puis, c'est limpide. L'approche principale de ce livre est de considérer l'individualité de chaque enfant. Quelque chose sur lequel l'auteur met l'emphase tout au long de son livre. Et même dans l'introduction, il dit que ce livre peut servir de guide, peut donner des idées, mais rien ne remplace euh, la particularité d'un enfant, ses besoins propres. Peut-être que ses conseils vont correspondre aux besoins de votre enfant, mais peut-être ça ne va pas correspondre et donc il faut toujours respecter cette individualité. C'est une approche que j'aime beaucoup parce que trop souvent, quand on lit des livres, on regarde des documentaires, d'autres vidéos, on entend beaucoup de choses du type il faut faire ci, il faut faire ça. Et on entend assez rarement l'argument voilà, de respecter des besoins d'un enfant qui peut être propre. C'est bien qu'ils mettent l'emphase sur cet aspect-là. Au cours de tout mon cheminement sur la parentalité, j'ai découvert que le respect de l'individualité et l'empathie, c'est des choses qu'il faut, qu'on pense c'est inné, qu'on pense tous maîtriser, mais qu'il faut travailler, savoir faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre, en l'occurrence le petit garçon, la petite fille, s'imaginer qu'est-ce qu'il peut penser, pourquoi il pleure, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Ça se travaille parce que ça, contrairement à ce qu'on pense, ça ne vient pas naturellement. L'objectif est de développer ce que l'auteur appelle l'estime de soi. En gros, c'est vraiment bâtir un soi solide. Donc, il donne tous les outils pour aider les parents à accompagner l'enfant pour qu'il se développe, en fait, vraiment pour que les parents encadrent l'enfant, pour que ça devienne un individu équilibré, épanoui, sûr de lui, n'a pas peur d'exprimer ses idées, n'a pas peur de dire quand il est fâché, de dire quand il est heureux, de dire qu'il n'aime pas certaines choses. C'est une approche que j'ai trouvée très très intéressante. Parmi les autres choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont les différents types de stimulation qu'on doit
faire en fonction de certaines périodes d'âge pour l'enfant. Évidemment, tant qu'il n'a pas un certain âge, on ne peut pas faire certains jeux avec lui parce que l'enfant n'est pas conscient de tout son environnement, mais au fur et à mesure qu'il grandit, l'auteur donne des conseils. Je ne sais plus exactement à partir de quel mois il parle d'un jeu euh, de nommer en fait toutes sortes d'objets. Dès que l'enfant commence à bien voir son environnement, ben, on prend chaque objet puis on le nomme en tasse, voiture, livre, ordinateur. Ainsi, on aide l'enfant à comme cartographier tout son environnement et mine de rien, ça contribue à développer son vocabulaire. Ce qui est intéressant, c'est que il met l'emphase sur le fait que oui, dans les stimulations, on va accompagner l'enfant, mais on ne doit pas tout faire à sa place. Par exemple, en jouant, quand on va jouer avec lui, on va lui montrer comment faire certains jeux, mais on va lui laisser la part importante du jeu pour qu'il découvre par lui-même, il s'amuse par lui-même. En ça, je trouve qu'il y a des parallèles avec la pédagogie Montessori dont j'aurai l'occasion de parler une autre fois. En gros, le rôle de parent, pas qu'il doit se cantonner, mais et peut se résumer souvent au rôle d'accompagnateur plutôt que instructeur, pédagogue ou bien qui doit transmettre le savoir. Non, c'est plutôt, on est là, on fixe des limites, on aide, on donne une direction générale. Puis l'enfant, cette espèce de large corridor, ben, il va un peu à droite, il va un peu à gauche. Nous, on est là pour donner en gros vraiment la direction. Et après, l'enfant, lui, il fait son petit chemin par lui-même. Autre point que j'ai apprécié, c'est le fait de combler les attentes d'un nourrisson. J'explique qu'un nourrisson, jusqu'à un certain âge, tant que son tube digestif est petit, il ne peut pas emmagasiner beaucoup de nourriture. La sensation de faim est une sensation douloureuse, il a faim. Donc il ne faut jamais écouter les instructions ou les conseils de gens qui disent un bébé doit manger aux 3 heures, sinon rien, sinon il deviendra capricieux. Un bébé ne peut pas devenir capricieux, ça n'a aucun sens. Et puis, votre enfant a mal, il faut lui donner à manger. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Autre point important, il explique que les pleurs de bébé ne sont jamais à ignorer ou à dévaloriser. Il faut se rappeler, et là je parlais d'empathie au début, que les pleurs du bébé, et jusqu'à même aujourd'hui, Naël, il a 13 mois, il a d'autres expressions avec le visage, il peut rire, rigoler, il commence un peu à parler quelques petits mots, mais les pleurs représentent la majeure partie de son système de communication, et pour un nourrisson, c'est 100% de son mode de communication. Un bébé pleure pour dire quelque chose. Il a mal, il a faim, il a froid, il est sale, il s'ennuie, il est triste. Faut savoir que un adulte peut ressentir une émotion comme la solitude ou l'ennui. Il peut dealer avec, il peut apprendre à gérer, tempérer. Un enfant, vous ressentez l'ennui comme ça, lui, il va le ressentir comme ça. Et de la même manière, vous vous absentez un moment d'une pièce, votre conjointe sait que vous allez revenir, vous, votre bébé, il vous voit partir, il se dit c'est fini, il ne reviendra plus jamais, donc il va piquer une crise parce qu'il vous voit partir. Alors j'ai un peu moins aimé dans ce livre certains aspects. L'auteur survole de manière assez superficielle et qui pour moi sont des aspects primordiaux de l'éducation. Le premier étant l'allaitement et le deuxième le sommeil. Alors l'allaitement, en gros, bon, il y a un paragraphe où il parle de l'allaitement naturel ou bien l'allaitement biberon et il dit bon que rien ne prouve que le lait maternel est supérieur au lait maternisé qu'on vend en magasin. Même sans avoir besoin d'études scientifiques ou de résultats probants de laboratoire qui montrent que le lait maternisé est pratiquement similaire à celui de la maman. Le lait qu'on vend en pharmacie sera toujours qu'une pâle imitation du lait que la maman va faire pour son bébé. C'est un lait fait par une maman pour un bébé unique et il n'y aura pas un lait qui va ressembler à un autre. Une formule magique, quasiment, j'ai jamais utilisé ce mot parce que pour moi, on n'est pas loin de la magie. C'est une formule magique qui est rédigée par une magicienne pour un patient unique qui est son bébé. Quand on voit les choses sous cet aspect, évidemment, une formule artificielle qui est faite industriellement, qui est vendue à des milliers d'unités, qui reste sur des étagères des mois entiers, ne pourrait être qu'une pâle copie de ce que la maman peut faire. Alors ça ne veut pas dire, il y a des fois certaines mères qui ne peuvent pas allaiter, ça ne veut pas dire que elles sont à mettre au bûcher. Simplement, je trouve ça dommage de la part d'un spécialiste, c'est un docteur, je sais pas si c'est un pédiatre, je pense que oui, qui disent que bon, allez, en gros, vous pouvez vous contenter de l'allaitement artificiel, c'est la même chose. Oui, les bébés grandissent, survivent avec ce lait-là, mais rien ne peut remplacer le lait maternel. Même l'OMS, qui n'est pas pourtant l'organisme qui a les recommandations les
meilleur en termes de santé, on va dire, préconise l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Ça dit bien quelque chose. Malheureusement, dans notre société moderne, je fais un petit aparté, on a tendance à avoir d'un mauvais œil les femmes qui allaitent jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Or, c'est une chance inestimable, c'est un cadeau inestimable qu'on offre à ses enfants de pouvoir continuer un allaitement. En tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, je répète un peu ce que je disais dans ma vidéo d'introduction. Il y a des gens qui seront pas d'accord. C'est juste mon avis. C'est la beauté d'Internet. On peut dire ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir. Ça serait intéressant d'avoir votre avis. Cet aparté étant fait sur l'allaitement, l'autre sujet était le sommeil. Il en parle aussi de manière très vague, mais il n'y a pas vraiment de sujet sur les troubles du sommeil ou le cododo ou le fait de faire dormir bébé dans son lit pour avoir un bébé qui, selon l'expression que tout le monde utilise, ne fait pas ses nuits, et d'ailleurs ne veut rien dire, on en reparlera. Il n'y a aucun bébé qui fait ses nuits ou pas, un bébé va se réveiller à un certain nombre d'heures, puis il va savoir se rendormir. Il y a d'autres bébés qui vivent mal la solitude, bref, c'est tout un sujet dont on aura l'occasion de parler. Sur un livre qui fait un peu la somme de tout ce qu'il y a à savoir avant 6 ans pour une jeunesse bien équilibré. Le sommeil occupe une part importante et je trouve que c'est passé un peu vite. Un point que je trouve dommage, c'est dans la version française, le livre ça s'appelle Tout se joue avant 6 ans. C'est la traduction est un peu aguicheuse pour faire plus de ventes à mon avis. Le titre original c'est How to Parent. Je trouve que ça correspond mieux. On n'a pas le mot, le verbe parenter ou quoi, mais comment devenir parent, comment, j'en sais rien. Comment être un bon parent, ça n'irait pas forcément parce que ça donne comme un jugement, il y a les bons et les mauvais parents, mais à mon avis, on aurait pu trouver un meilleur titre. Comme le dit Philodia, psychologue vraiment intéressante qui a écrit plusieurs ouvrages, j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur ces ouvrages. Dans un de ses ouvrages, il n'y a pas de parent parfait. Elle rappelle qu'on peut toujours réparer des erreurs qui ont été commises et ce n'est pas vrai que tout se joue avant 6 ans. Si vous avez raté certaines choses que le professeur Dodson donne, ça ne veut pas dire que l'enfance de votre petit sera gâtée à cause de ça. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre, ou du moins je vous aurai donné des informations intéressantes concernant cette période clé des 18 premiers mois avec votre enfant. Si jamais le livre vous intéresse, et je vous conseille vraiment de le lire par vous-même, parce qu'il y a tellement d'informations. Je vous donne le lien pour l'acheter sur Amazon, vous l'aurez au même prix que vous l'avez sur le reste du magasin. En utilisant ce lien, c'est juste que vous dites à Amazon que vous venez de ma part, ça va me donner un petit coup de main et ça fera très plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, puis vous abonner pour voir le reste des autres vidéos. Et sur ce, à bientôt et passez du bon temps en famille. Ciao!